Bonjour, bienvenue, c'est Décideurs du droit, c'est votre émission et aujourd'hui je reçois Christophe Lévidière, associé d'Algance Avocat et fondateur de la plateforme LOB. On va parler de la décision du Conseil d'État du 13 octobre dernier sur Health Data Hub. Christophe, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pouvez-vous nous rappeler le contexte de cette décision? Bien volontiers. Écoutez, cette décision, elle s'inscrit pour moi dans une véritable saga judiciaire, puisqu'on a eu pas moins de 3 décisions qui se sont succédées dans ce dossier. Une première de référé qui était de juin 2020. Cette première décision devait trancher la question de savoir si l'application Health Data Hub devait cesser de stocker les données personnelles des Français, les données de santé personnelles des Français liées au Covid. C'était une des décisions les plus attendues sur la question des données personnelles en pleine crise du Covid, ou post-déconfinement en tout cas. La première décision a été assez remarquée puisque le Conseil d'État a, entre guillemets, sauvé la plateforme en lui indiquant que en matière de référé, le Conseil d'État n'avait pas trouvé d'atteinte manifestement grave et suffisamment grave pour interdire cette collecte et cette centralisation. S'en est suivi une deuxième décision bien involontaire pour les juridictions françaises, qui est l'arrêt de la CJUE de juillet 2020, décision qui invalide le Privacy Shield. Privacy Shield, juste pour mémoire, il s'agit d'une législation qui permettait de normaliser les relations entre les législations françaises sur la protection des données, qui sont très exigeantes, et la législation américaine, qui est un peu moins exigeante sur ce point-là. L'arrêt de la CJUE est très important, puisqu'il met à bas tous les socles de protection des données entre ces deux pays, ce qui a amené un certain nombre d'associations de défense des données personnelles, et de patients, de médecins également, à solliciter une seconde fois le Conseil d'État, cette fois-ci en indiquant que dans la mesure où le Privacy Shield avait été annulé, il y avait un risque, et je dis bien un risque, et non pas une violation du RGPD, mais il y avait un risque d'atteinte aux données personnelles, et que dès lors, il convenait d'enjoindre l'État, et notamment... Enfin, la plateforme, de cesser de collecter les données, en tout cas de cesser de les héberger sur la plateforme de Microsoft. C'était une plateforme Microsoft Azure, société américaine bien connue, qui est très performante sur ce type de données. Mais elle avait comme seul grief d'être américaine, et donc les associations ont pressenti un risque sur ces données. Il y a un enjeu de souveraineté derrière. Il y a un enjeu bien évidemment de souveraineté nationale, et un enjeu également, on l'a vu un peu avec l'affaire TikTok, un enjeu de combat entre différentes législations, entre d'un côté le RGPD et de l'autre côté les législations américaines, qui font prévaloir d'autres intérêts, notamment en matière de sécurité intérieure, de sécurité internationale. On va le voir avec le contenu de la décision, par rapport aux juridictions européennes qui font prévaloir plutôt la protection des données personnelles et la vie privée en particulier. Alors venons-en à l'arrêt du 13 octobre dernier. Qu'a dit le Conseil d'État et comment analysez-vous cette décision? Alors, le Conseil d'État a dit beaucoup et peu à la fois. C'est assez surprenant. Je tiens à rappeler que le Conseil d'État a été saisi, c'est le juge des libertés du Conseil d'État qui a été saisi, donc c'est une procédure dite d'urgence. Ce n'est pas un jugement ou une ordonnance au fond qui va statuer le fond de l'affaire, mais qui va simplement statuer sur l'existence ou non d'une atteinte manifestement grave ou suffisamment importante pour pouvoir ordonner au Health Data Hub de cesser la collecte des données. Alors cette décision, elle est très intéressante parce qu'elle est fondée elle se penche sur 2 points en particulier. Le premier, les relations contractuelles entre Microsoft et la plateforme. C'est un contrat d'hébergement classique. Le Conseil d'État, le juge des libertés, s'est attaché à vérifier s'il existait ou non
un risque au regard du contrat en lui-même, un risque de fuite des données, en tout cas d'accès des données par les autorités américaines. Le Conseil d'État a conclu, le juge des libertés a conclu qu'il n'y avait pas de risque sur ce point-là, que le contrat était suffisamment protecteur. Il y avait d'ailleurs un avenant qui était en cours de régularisation, donc le juge des libertés a considéré que les garanties étaient suffisantes sur ce point-là. Et il s'est penché sur un point qui est beaucoup plus intéressant pour nous, sur la prévalence des règles américaines sur celles du droit français et plus particulièrement du droit européen, de façon plus large, le fameux RGPD. Alors qu'a-t-il dit là-dessus? Il a dit une chose qui était fort logique. On lui a demandé s'il existait un risque de transfert des données personnelles par rapport aux législations américaines. Alors, y avait-il un risque sur le transfert des données personnelles? Il y a un risque, il estime qu'il y a un risque, il estime qu'il y a un risque, il a suivi en cela la position de la CNIL, qui s'était prononcée, qui était partie à cette affaire. Et effectivement, il s'est prononcé dans le sens où il y avait un risque notamment sur, alors je vous le dis de tête, le FISA, qui est le Foreign Intelligence Surveillance Act, qui permet à l'administration américaine d'accéder, quand bien même il existerait un contrat, d'accéder aux données hébergées par des sociétés américaines, quelle que soit la nationalité des données qui sont hébergées. En cela, le juge a estimé qu'il y avait un risque, mais pour autant, il n'a pas demandé l'arrêt de la plateforme. Pourquoi? Parce que en fait, le juge était contraint par les termes de la demande qui lui était présentée, et il a simplement répondu « Je ne peux pas contraindre, je ne peux pas arrêter ça sur un risque, je dois constater une violation. » Et je ne constate pas de violation aujourd'hui en termes de RGPD. Vous me parlez uniquement d'un risque, ce n'est pas un risque qu'il me faut, c'est une atteinte manifeste. Ce n'est pas le cas en l'espèce. S'il y avait une requête pour atteinte manifeste, il y avait des chances de réussite? Je le pense, puisque il y avait plusieurs autres axes à évoquer et à approfondir. Un en particulier sur lequel j'alerte depuis un certain temps les clients que je conseille, ce sont les conséquences du Cloud Act cette fois-ci, qui est une législation assez ancienne, qui est d'avril 2018, et qui permet à l'administration américaine et à d'autres organismes publics américains, notamment des organismes commerciaux américains, les chambres de commerce américaines, d'accéder à des données, sur autorisation bien évidemment, mais d'autoriser un accès à des données stockées sur un hébergement dit de cloud, ce qui est le cas en l'espèce, au mépris des législations tierces des autres pays. Et en cela, je pense qu'il y avait aussi un risque, mais qu'il y avait, en dehors de cela, le risque était caractérisé, et la violation du RGPD pouvait être caractérisée par le fait que, à la suite de l'invalidation du Privacy Shield, il n'y a pas eu d'étude d'impact qui a été réalisée par la plateforme pour regarder les conséquences, justement, et le risque qui pesait sur les données personnelles des Français. Et en cela, on aurait pu imaginer que, n'ayant pas réalisé cette étude d'impact, qui est une obligation au terme du RGPD, obligation extrêmement renforcée puisqu'il s'agit de données sensibles, je rappelle qu'au cas d'espèce, il s'agit de données pseudonymisées et non pas de données anonymisées, ce qui fait que vous pouvez techniquement revenir et identifier les personnes concernées. Donc Madame Michu qui s'est fait opérer ou qui a eu le Covid, et on peut analyser un petit peu son traitement. Et ce faisant, le juge aurait pu constater qu'il y avait une absence d'une des procédures qui était imposée par le RGPD, qui était cette fameuse étude d'impact, et il aurait pu constater cette fois-ci une violation du RGPD si ça lui avait été demandé. Au final, quelles sont les garanties que doit apporter la plateforme Health Data Hub en matière de protection des données personnelles? Alors, les garanties qui sont imposées par la décision, elles sont assez légères, mais elles sont dans le droit fil de la décision, dans ce qu'on lui a demandé. Il est demandé à la plateforme ainsi qu'à Microsoft de conclure un addendum sous 15 jours à compter la notification de la décision. Addendum qui devra préciser notamment
le périmètre contractuel. Et le périmètre contractuel, puisqu'on a vu que le contrat protégeait, selon le Conseil d'État, suffisamment les données personnelles, le périmètre de protection des données personnelles, et notamment la loi applicable. Le Conseil d'État a demandé à ce qu'on soit bien certain que la loi applicable soit une loi applicable européenne, en l'occurrence a priori l'Irlande, puisque les serveurs sont hébergés en Irlande. Donc c'est une protection un peu à minima, mais qui fait suite uniquement à ce qu'on lui a demandé. Qui laisse le temps au gouvernement de se retourner, de trouver une solution plus pérenne. On sait que le secrétaire d'État au numérique a déjà annoncé qu'il cherchait un autre prestataire français ou européen. Tout à fait. Et c'est totalement dans le droit fil de ce qu'a annoncé le président de la République, le ministre de l'économie, dans le cadre du plan de relance. C'est une opportunité assez importante pour justement la France, pour pouvoir proposer pour une fois et reprendre une partie de souveraineté nationale sur l'hébergement des données sensibles ou des hébergements assez techniques, puisqu'en l'occurrence, c'est ce qu'avait indiqué le secrétaire d'État au numérique, c'est que seul aujourd'hui un acteur américain était capable de répondre dans les délais qui étaient impartis par le gouvernement français à cette difficulté. Et il faut bien voir que derrière toute cette problématique de données personnelles, se cache derrière aussi une problématique de guerre commerciale. Souveraineté nationale dit également guerre commerciale. On va être très clair, notamment vis-à-vis des États-Unis, dont on sait qu'ils sont particulièrement agressifs et qu'ils utilisent la législation pour... Comme une arme économique. Comme une arme économique. J'évoquais TikTok tout à l'heure, mais effectivement, il y a d'autres exemples plus anciens. Cette arme économique, on peut la contourner en ayant effectivement un centre d'hébergement européen, et également en protégeant les données personnelles de nos concitoyens et des concitoyens européens. Pourquoi ? Puisque, comme je vous l'ai indiqué, ce sont des données de santé qui s'inscrivent dans une crise Covid-19, et surtout dans une course commerciale aux vaccins, dont on sait très très bien qu'on ne peut pas faire un vaccin cohérent, un vaccin efficace, sans avoir étudié un maximum de données. Et l'accès potentiel à ces données, c'était ça le risque qui était évoqué, c'est que commercialement, derrière, et on sait que les États-Unis ont une industrie pharmaceutique de grande importance, la tentation serait grande d'accéder aux données des citoyens français, dont on sait qu'ils ont été, c'est une population assez vaste, qu'ils ont été particulièrement touchés par le Covid également, dont on sait qu'il y a plusieurs scientifiques qui travaillent. On a l'Institut Pasteur, on a différents pôles d'excellence en France qui sont dans la course sur le vaccin. Et l'avantage décisif que constituerait l'accès à ces données est, à mon sens, assez évident. On va conclure là-dessus. Merci Christophe d'être venu sur le plateau de Décideurs du droit. Merci Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle émission de Décideurs du droit.